Je vais d'abord vous poser un petit peu le cadre d'un service de soins palliatifs pour mieux comprendre comment nous accompagnons nos patients en fin de vie. Donc moi je travaille depuis 29 ans en soins palliatifs. J'ai d'abord travaillé 17 ans à domicile et puis depuis presque 12 ans maintenant à l'unité de soins palliatifs à Virton. Donc on accueille les patients pour 3 raisons principalement. La première, c'est plus une gestion de symptômes où les patients restent 5 à 10 jours et puis rentrent à domicile pour des douleurs intenses ou pour d'autres types de symptômes. On accueille les patients aussi pour du répit quand les familles à domicile ou les proches sont épuisés et pour leur permettre de se ressourcer, le patient passe aussi un temps plus limité chez nous. Et puis on accueille aussi des patients, donc ça c'est plus dans la gestion de symptômes encore pour revenir au premier point, pour des réflexions plus éthiques, une reprise de traitement, une demande d'euthanasie ou des questions par rapport à des soins qui sont plus aigus. Ça permet aux patients de se poser un petit peu et d'ouvrir la réflexion dans un cadre un peu privilégié. Et puis principalement, on accueille pour 70 à 80% de nos patients, on les accueille pour leur fin de vie quand la fin de vie à domicile n'est plus possible ou elle n'est pas désirée. Contrairement à ce qu'on peut penser, un service de soins palliatifs, c'est vraiment un service avec un condensé de vie où la vie se vit à 100% parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps et donc tout est intense. C'est un service aussi où il y a une rééquilibration des pouvoirs, où la médecine ne détient plus tout le savoir, où le patient reprend lui-même le pouvoir avec sa spiritualité, il reprend le contrôle sur sa fin de vie, quand, où et comment. Donc, pour moi, je trouve ça très riche de travailler dans un service comme ça parce que justement, c'est un partage de pouvoir, un partage de savoir où le patient apporte autant que ce que nous, comme soignants, on peut lui apporter. C'est un service aussi où, paradoxalement, même si on est en fin de vie, on réouvre la porte de l'espoir et de l'espérance parce que, justement, par cette reprise de pouvoir, on permet au patient de reprendre une certaine domination sur sa vie, sur ce qu'il veut faire dans ces derniers mois, sur la façon dont il veut mourir. Pour tout ça, on essaye de leur apporter de l'écoute, du soutien, d'apaiser leurs craintes, de libérer la parole d'un bilan de vie. Pour certains, ils ont besoin de pouvoir parler des choses qui ont été plus difficiles dans leur vie, de faire une forme d'acceptation par rapport aux choses qui, à leur regret. Ils ont besoin de retrouver certaines personnes. On essaye de pouvoir concrétiser tout ça. On utilise, donc on essaye aussi, j'essaye là, c'est plus mon rôle de gérer les symptômes pour l'apaisement du corps, parce que je pense que c'est plus difficile de cheminer vers sa fin de vie et d'être apaisé globalement si on a un corps rempli de souffrance. Donc on masque beaucoup les patients, surtout au début, parce que les patients qui viennent des services aigus, souvent on a un peu oublié qu'ils avaient un corps entier, on pense qu'à l'organe qui est malade, mais on oublie que... Donc moi je demande toujours le premier jour à la kiné de leur masser de la racine des cheveux jusqu'aux gros orteils pour que vraiment ils réapprennent que le corps puisse être source parfois de bonheur, de douceur. On utilise aussi beaucoup la musique, les huiles essentielles. Et puis on essaye de, comme je disais au départ, d'en faire un lieu de vie. Et donc on organise des fêtes. Je me souviens de cette SDF qui n'avait jamais fêté son anniversaire et pour qui on a fait une fête pour ses 50 ans. On a découpé des banderoles pour pouvoir lui faire des guirlandes. On a été chercher un gâteau et tout ça en sortant un peu de notre cadre parce que c'est évidemment pas notre rôle premier, mais je pense que c'est vraiment notre rôle d'offrir ces moments-là à nos patients. On a organisé des mariages, on a organisé des Noëls avant l'heure pour les patients pour qui c'était important de fêter Noël. Voilà, on l'a parfois fêté le 1er ou le 2 décembre, sachant qu'ils ne seraient plus là le 25 décembre. Donc on essaye d'élargir un petit peu tout ce qu'on peut faire pour accompagner le patient. Je me souviens de cette dame aussi de 90 ans qui était fan du standard. Et donc j'avais essayé de retrouver les musiques, parce que moi je suis pas très douée à ce niveau-là, de retrouver les musiques
du club de foot et de lui repasser dans les oreilles. Et elle est partie en écoutant les musiques du standard. À 90 ans, je trouvais ça mignon, c'était un beau moment. Donc on essaye de remplir de vie, de redonner du sens. On a évidemment aussi un soutien pour les proches, pour le temps de ce chemin d'accompagnement, mais aussi pour l'après. Donc on reste disponible après le décès, et c'est important pour nous parce que bien sûr nous c'est pas notre famille, quoi. La plupart du temps c'est pas nos proches ni nos familles qui décèdent chez nous, mais on a un attachement important avec nos patients. Et oui, et ce soir je suis particulièrement émue parce que j'ai eu 2 décès dans la journée et une amie qui est en train de décéder pour l'instant, et donc voilà, c'est un peu compliqué pour moi aujourd'hui. On a aussi des bénévoles qui apportent leur soutien, leur écoute, et c'est important, leur présence elle est importante à plusieurs niveaux. D'abord, ils apportent autre chose, mais surtout pour les patients, c'est important de se rendre compte qu'il y a des gens qui viennent gratuitement les voir, et que c'est aussi la société qui rentre au sein de l'unité de soins palliatifs. Une unité de soins palliatifs, c'est un petit peu comme une bulle, un lieu protégé où on a l'impression qu'on est un petit peu à l'extérieur de tout. D'ailleurs, on dépend de l'hôpital d'Arlon, mais on est sur Virton, on est au bout d'un couloir, on est au milieu d'un parc, mais on est fort isolé. On a un cadre merveilleux, mais on est isolé tout le reste, et on s'isole un peu nous-mêmes parce que quand on rentre, moi le matin quand j'arrive dans l'unité, j'oublie tout ce que j'ai par ailleurs. Même si je dois absolument donner un coup de téléphone pour ma vie privée, jamais je pense à le faire dans la journée. C'est chaque fois le soir que je me dis j'ai oublié de le faire, tellement on est dans cette bulle, dans ce monde qui est un petit peu à part. Et donc les bénévoles, ils nous réapprennent que la société fait quand même partie de cette bulle. Et pour les patients, c'est aussi important parce que comme les bénévoles on ne leur donne pas la pathologie, on leur donne pas d'indication sur ce que le malade a, et donc ça leur permet de parler plus facilement d'autre chose que de la maladie. Parce que ça, voilà, on a envie souvent, quand on sent que les patients ont besoin de parler d'autre chose. Les bénévoles partagent aussi parfois plus des choses de leur vie privée, un voyage qu'ils ont fait, un film qu'ils ont vu, ce qui pour moi est plus difficile parce que de partager ma vie privée, c'est compliqué pour moi de le faire au sein de l'unité, parce que j'ai besoin de scinder les choses, je pense, pour tenir debout. Alors au moment de la toute fin, des derniers jours, des dernières heures, on sent cette tension pour le patient, cette difficulté, cette dualité entre l'envie de rester en vie et l'appel d'une toute-puissance vers une éternité. On les sent vraiment coupés entre les deux, avec aussi de l'anxiété, parce que même si on est croyant et qu'on croit à une vie éternelle, c'est quand même un inconnu. Puis c'est quand même quitter les proches, et donc il y a toute cette dualité-là qui est vraiment pas évidente. Maintenant, on sent aussi que moi, je reste intimement persuadée que ce moment, il appartient au patient, et que c'est lui qui va décider, peut-être accompagné d'une autre puissance, mais du moment où il va pouvoir partir, et que ce moment du départ est un moment moi, j'ai évidemment eu énormément de patients qui sont morts dans mes bras, et il y a évidemment les signes cliniques, mais il y a surtout tout l'apaisement et toute la sérénité qui se lit sur le visage du patient au moment où il est parti, avec un sourire qui n'est pas un sourire niais comme on peut le penser, mais où le patient récupère vraiment un sourire qu'on a pu le voir nous sur les photos que les familles nous partagent, vraiment un sourire qui lui appartient. Et donc moi c'est un moment que je trouve à la fois terriblement triste, mais à la fois avec beaucoup d'apaisement et un petit peu même de joie de voir cette sérénité sur le visage et ce sourire retrouvé. Pour certains patients, ce dernier chemin dans la vie humaine est compliqué. Il y a des longs mourir où parfois on se demande mais qu'est-ce qui les retient encore? Ça a l'air tellement difficile de partir, et donc c'est absolument pas notre rôle d'accélérer cette fin de vie, sauf dans le cas particulier de l'euthanasie, mais nous on n'en fait vraiment pas beaucoup. On a beaucoup de demandes, mais finalement il y a très peu de patients qui vont jusqu'au bout, et c'est une certaine fierté de se dire que finalement ils ont pu trouver un autre moyen, parce que ça reste très violent l'euthanasie. Et donc pour ces longs mourir,
on se pose des questions, voir ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. On fait venir l'aumônier ou on fait venir quelqu'un de la religion du patient. On essaye, on questionne les proches pour voir s'il y a encore des choses qu'on doit faire, qu'on doit dire. Et je me souviens notamment d'un patient, un homme d'une 50aine d'années qui n'en finissait pas de mourir et qui avait vraiment pas l'air confortable, pas de la douleur physique parce que ça on peut vraiment dans plus de 99% des cas l'apaiser, mais plutôt vraiment une souffrance psychique qu'on n'arrivait pas à apaiser. Et ce monsieur, il s'occupait de chevaux et sa femme, par contre, elle n'aimait pas du tout s'en occuper, c'était vraiment pas son affaire. Donc, il savait que tous les chevaux allaient être vendus. Il était plus conscient, il ne verbalisait plus rien, mais on le sentait tourmenté dans son coma. Et il avait un cheval en particulier. Puis sa femme nous a dit ah, ben aujourd'hui, je conduis le cheval dans un autre. Et on lui a proposé, je ne sais pas pourquoi ça nous est venu en tête à ce moment-là, des idées un peu folles de faire venir le cheval. Et donc le cheval est venu à la fenêtre de la chambre, on a poussé le lit vers la fenêtre, on a ouvert la porte-fenêtre et finalement le cheval s'est posé avec sa tête contre la tête du patient et le patient est décédé à ce moment-là et c'était un moment, on pleurait tous dans la chambre mais c'était à la fois tellement beau voilà, que ce départ puisse se faire visiblement comme ça lui correspondait. Il y a aussi des patients qui retrouvent, alors qu'ils sont dans le coma depuis 2-3 jours, ils retrouvent une force pour faire passer un dernier message et je trouve ça toujours impressionnant. Moi, c'est malgré voilà que ça fait quasiment 30 ans que je travaille, il y a encore plein de choses qui m'impressionnent et l'inconnu de ce que l'être humain peut faire et de ce que la médecine n'explique pas. Notamment, je me souviens de cette grand-mère qui était dans le coma où il lui restait quelques heures ou quelques minutes à vivre et avait ses petits-enfants qui étaient en arc de cercle dans la chambre, mais personne ne se parlait. Ils étaient tous sur leur GSM et la dame, elle s'est relevée et elle leur a dit « J'en ai marre de votre Facebook ». Et puis elle est retombée et elle est décédée. Et j'ai fait comme vous, j'ai un petit peu souri, j'avais un peu envie de rire parce que je me dis « Mais quel message !» mais après, j'ai vite repris mon sérieux parce que ces pauvres adolescents, ils étaient bien perturbés et bien culpabilisés de ce qu'ils avaient vécu. Un autre, un père dont les filles ne se parlaient pas et juste avant de mourir, il a eu la force d'écarter ses bras, de prendre ses 2 filles et il les a plaquées finalement l'une contre l'autre puisqu'en serrant ses bras, elles se sont retrouvées vraiment collées l'une à l'autre. Et aussi, là, ça me faisait sourire parce que je me suis dit, ben, il est en train de partir, elles vont jamais oser s'opposer au geste qu'il fait. Et en même temps, il les a vraiment collées l'une à l'autre alors qu'elles avaient beaucoup de difficultés à être en relation l'une avec l'autre. Donc, voilà, c'est toutes des histoires qui nous font du bien et qui nous montrent aussi le pouvoir que les gens peuvent avoir jusqu'au bout et ce qu'ils ont besoin de réaliser pour partir le plus sereinement. Avec, oui, chaque fois, c'est sourire sur le visage. Je pense que en 30 ans, j'ai jamais vu un patient qui est pas parti avec ce sourire et cette détente sur son visage. Pour terminer, je voulais vous lire un article qui va être publié dans les semaines qui viennent, que j'ai écrit pour une revue de soins palliatifs, mais qui résume un petit peu mon parcours. C'est pas du tout pour centrer les choses sur moi, parce que j'aime pas du tout être mis en avant, mais ça résume un petit peu ce qu'on peut vivre comme soignant, en tout cas, et comme famille dans un service de soins palliatifs, et tout ce qui se passe de merveilleux et je sais pas, j'ai pas de mots tellement je trouve ça extraordinaire. Donc cette fonction de médecin en soins palliatifs m'épanouit. J'apprécie de pouvoir prendre le temps d'une prise en charge globale du patient, tant sur le plan médical que sur le plan social et psychologique. C'est riche pour moi, en tout cas comme médecin, de ne pas faire juste de la médecine, mais de pouvoir justement faire plein de choses. Tout à l'heure, il y a une patiente celle que je connais bien, qui n'avait pas envie de rester seule. J'en ai profité pour relire ce que je voulais préparer pour ce soir, mais à côté d'elle, plutôt que de le faire dans mon bureau, je suis restée près d'elle, puis je lui ai massé les mains, on a écouté de la musique ensemble. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mes confrères qui ont la chance de faire ça au cours de leur journée de travail.
J'apprécie le temps consacré aux proches et au soutien de leur cheminement. Je trouve aussi très enrichissant l'appartenance à un service et le travail en collaboration avec les infirmières, l'équipe pluridisciplinaire et les volontaires. J'aime particulièrement la grande variation, l'imprévisibilité de notre travail, le dynamisme et la créativité de l'équipe. Ceci est dû à la grande fragilité de nos patients qui rendent leur évolution incertaine, à l'adaptation du service face aux patients, ce qui personnalise chaque prise en charge. L'alternance de joie, de peine, car nous nous efforçons à maintenir la vie jusqu'au bout. Fêtes, musique, fou rire, larmes, comme je vous disais. Les consultations de suivi de deuil, de douleur, de réflexion éthique qui donnent elles aussi un autre rythme à chaque journée. Bien sûr, tout n'est pas toujours facile. Il me faut parfois du temps, de recul, des congés, une soirée où je m'éclipse plus tôt, tant l'accumulation de la souffrance psychique des patients et des proches est tout d'un coup trop dure, trop lourde à porter. Le turnover des patients est parfois trop lourd. À peine avoir accompagné un patient et une famille au seuil de la mort, et après, nous devons réaccueillir un nouveau patient et de nouveaux proches, inquiets, en détresse, devant cette nouvelle étape qui est le passage en soins palliatifs. C'est vraiment très très difficile pour un patient et pour une famille d'arriver en soins palliatifs. Parfois avec un petit peu d'humour, je leur dis que c'est comme chez les ch'tis, on pleure en arrivant et on pleure en repartant, parce que c'est vrai que les patients ils sont vraiment très paniqués à l'idée de venir chez nous, et puis une fois qu'on leur dit ben là il faudrait peut-être rentrer à la maison, trouver un autre lieu de vie parce que vous êtes stable, et chez nous ça reste l'hôpital, c'est pas la vie, c'est important de retourner dans la vie, ben ils ont vraiment du mal à nous quitter, et donc voilà, mais donc ça demande beaucoup d'énergie pour le patient, pour sa famille, mais pour nous aussi de réaccueillir. Et parfois, 2 heures avant, on a eu un décès dans la chambre et on doit reprendre tout à zéro et faire un peu fi du patient précédent alors qu'il est avec nous, et c'est vraiment pas évident. La question d'en faire trop ou trop peu est un questionnement qui me revient souvent. Comment être là pour les patients, les proches, les collègues et ne pas dépasser ses propres limites? Comment être disponible et à l'écoute de chacun quand on est épuisé, lassé? Être là pour chacun sans en faire de trop, laisser la place aux proches ainsi que du temps d'intériorité pour le patient, seul avec lui-même. Comment s'adapter à chaque patient tout en restant nous-mêmes? C'est important aussi de trouver l'équilibre parce que parfois on a des patients qui arrivent où les conjoints ou les proches s'en sont occupés mais depuis des mois voire des années, et puis ils l'amènent chez nous et tout d'un coup ils se sentent dépossédés de ce qu'ils ont fait jusque-là et ils trouvent plus de rôle, ils trouvent plus de place. Et donc c'est important parfois pour une épouse de pouvoir redevenir juste la femme et pas la soignante sans que ce soit réducteur, au contraire c'est encore plus riche. Ou de devenir juste la fille ou juste le fils, mais pas le soignant. Mais c'est compliqué pour eux de nous faire confiance et c'est compliqué pour chacun de trouver sa place. C'est compliqué pour nous de ne pas en prendre de trop et de leur laisser des choses à faire. C'est au moment quand on a un patient qui est là depuis, on a des durées de séjour, la moyenne de durée de séjour est de 9 jours. Donc la plupart de nos patients ne restent pas longtemps. Mais parfois on a des patients qui restent 1 mois. Ben, on a un petit peu envie, c'est humain, d'être là au moment de sa mort, d'être le soignant privilégié. C'est voilà, c'est trop d'orgueil, mais en même temps voilà, ça fait partie de l'humain. Et on doit à ce moment-là avoir une petite loupiote qui s'allume et se dire qu'on doit laisser la place aux proches, que c'est pas notre place à nous, que nous on doit rester dans notre place de soignant, et même si on a un lien très fort avec ce patient-là, c'est pas notre place à ce moment-là et que ça lui appartient au patient et à ses proches. Depuis 8 ans, nous avons fait le choix d'accompagner nos patients jusqu'au bout, même dans le cadre de demandes d'euthanasie. Ce sont des situations tout à fait singulières qui n'aboutissent pas sans mal, et ce pour chaque intervenant. Le sujet reste déjà difficile à aborder pour chacun. Le patient vit difficilement de devoir écrire sa demande, de devoir définir une date et une heure de sa mort en accord avec le service et ses proches. Les proches vivent un deuil plus compliqué que lors des autres décès. Beaucoup de questions sur le pourquoi, de remise en question, de culpabilité, malgré qu'ils aient cheminé ensemble. Donc moi, je fais des consultations de suivi de deuil quasiment tous les jours.
Et les patients, bon, pour l'instant, on n'a eu que 5 euthanasies en 10 ans et je trouve que c'est déjà, pour moi, déjà bien assez pour ma personne à moi. Et quand je vois les familles, c'est vraiment extrêmement difficile pour les proches et c'est des deuils vraiment compliqués qui s'apparentent un petit peu au suivi de deuil qu'on fait dans le cadre de suicide, même si ça n'a rien à faire, mais vraiment rien à voir, mais la souffrance des proches, elle reste très importante. Maintenant, voilà, je pense que ça reste une place, mais qu'elle doit rester la plus minime possible. Pour le service, ce n'est pas rien de vivre le dernier repas, la dernière nuit, la dernière toilette avec un patient dont la mort est définie de façon précise. Pour les autres, on ne sait pas exactement puisque ça leur appartient. Parfois, on se dit « j'ai l'impression qu'il va mourir dans la journée ». La patiente qui est décédée cet après-midi, ce matin, je la sentais beaucoup plus fragile, mais j'aurais jamais dit que c'était aujourd'hui. Et puis tout d'un coup, en 1 heure, ça s'est accéléré. Et c'est comme ça tous les jours. On dit quand c'est une euthanasie, ben on sait la date et l'heure. Et donc vraiment, c'est difficile de se dire c'est la dernière fois qu'on lave le patient, c'est la dernière fois qu'on lui donne ses comprimés, c'est la dernière fois qu'on vit des choses avec lui. Je n'en sors jamais indemne. Et là aussi, ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses en me protégeant et d'autre part en assumant un rôle que je sens juste pour aller jusqu'au bout de la demande de ces patients en trop grande souffrance psychologique suite à l'évolution d'une pathologie incurable sur laquelle la médecine n'a plus de prise. C'est la force du service, le soutien de l'équipe, mes proches et mes propres ressources qui m'aident à avancer et à retrouver une nouvelle énergie pour les autres patients. Je mesure tous les jours la chance de travailler au sein d'un tel service avec une telle équipe. Quel bonheur de se sentir au bon endroit. C'est une équipe en or, professionnelle, dynamique, questionnante, investie, créative, soutenante. Et donc, je voulais terminer par vous remercier pour m'avoir invité parce que même si je n'aime pas parler en public, je pense que c'est important et en même temps, c'est une reconnaissance de notre travail. Et quand je dis notre, ça va bien loin de moi parce que toute seule, je ne ferai jamais tout ça. Je reprends toute l'équipe et j'ai l'impression de les avoir ici à côté de moi. Je voulais remercier Karine pour son invitation. Remercier le docteur Marion qui m'a permis de reprendre ce service riche de tout ce que lui avait mis en place. Je remercie mes collègues infirmières, médecins et volontaires pour ce travail commun au quotidien, pour leur soutien qui m'a apporté lors des moments plus difficiles, privés et professionnels. Merci à vous pour votre écoute.